La première édition de l'Africa Investment Forum, qui se déroulera du 7 au 9 novembre 2018 au Stanton Convention Center de Johannesburg en Afrique du Sud, vise à combler le fossé entre le capital des infrastructures disponibles en Afrique et les projets bancables. Il intervient dans un contexte où les besoins en développement du continent exigent un financement de 600 à 700 milliards de dollars par an et que 130 à 170 milliards de dollars environ sont nécessaires chaque année pour les infrastructures. Cette première édition réunira des promoteurs de projets, des fonds de pension et fonds souverains, investisseurs privés et décideurs, sociétés de capitaux et chefs de gouvernement afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économiques, agricoles et industriels de l'Afrique. L'Africa Investment Forum se veut être un rendez-vous 100% transactionnel. Aussi, l'accent sera mis sur la signature d'accords, la sélection et l'amélioration de projets pour à terme faire de cet événement un tremplin essentiel pour les investissements en Afrique en vue de satisfaire les énormes besoins en infrastructure et en développement du continent. Dans son premier discours devant le Parlement, le ministre des Finances a présenté un tableau sombre de l'état de son pays. Tito Mboweni a annoncé une revue à la baisse des prévisions de croissance de l'Afrique du Sud de 1,5% à 0,7% pour 2018. Pour ce ministre des Finances, la nation arc-en-ciel se trouve à un tournant en raison d'une croissance très faible, un taux de chômage record et une dette publique exponentielle. Nous devons choisir une voie qui nous mène à une croissance économique plus rapide et plus inclusive et qui renforce les investissements des secteurs privés et publics. Nous devons choisir une voie qui stabilise et réduit la dette publique. Nous ne pouvons pas continuer à emprunter à ce rythme. Pour redresser l'économie sud-africaine, Tito Mboweni s'engage à stabiliser la dette de son pays à 60% du produit intérieur brut en 2024 et faire passer le déficit de 4,2% en 2019-2020 à 4% en 2021-2022. Le nouveau ministre des Finances entend par ailleurs restaurer la bonne gouvernance et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Un discours qui ne fait pas l'unanimité. Vous voyez dans quel pétrin nous nous trouvons. Les niveaux d'endettement vont approcher les 60% au cours de la dernière année du terme. Et ce que nous faisons, c'est laisser un héritage que les générations futures devront payer parce que nous ne sommes pas prêts à examiner les dépenses de l'année en cours. Nommé suite à la démission de son prédécesseur mis en cause dans une enquête de corruption, Tito Mboweni arrive à la tête du ministère des Finances dans un contexte où les prix de l'électricité et des carburants ont augmenté en Afrique du Sud et le taux de chômage s'est élevé à près de 28%. Ils sont dans le viseur du ministre sud-africain des entreprises publiques. Ce sont les personnes responsables de la corruption endémique dans les sociétés d'État pendant la présidence de Jacob Zuma qui a conduit la destinée de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018. Selon le ministre Pravin Gordhan, la corruption qui semble endémique dans les entreprises publiques sud-africaines a fait baisser le taux de croissance du pays et soutirer ses ressources publiques à des fins privées. Selon Pravin Gordhan, les enquêtes menées depuis l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa permettent de soutenir que les entreprises publiques ont été utilisées afin de profiter à une minorité et que beaucoup de personnes avec des responsabilités politiques, des fonctionnaires et autres ont bénéficié directement de cette corruption ou ont simplement fermé les yeux. Toutes ces personnes méritent, selon le ministre des Entreprises publiques, d'être poursuivies et les biens acquis de façon criminelle récupérés. L'objectif est d'aller au-delà du simple changement des conseils d'administration compromis et de se débarrasser des directeurs complices. Pravin Gordhan se dit toutefois conscient que le démantèlement de ce système va nécessiter du temps et demander aux dirigeants du pays d'agir avec courage. Rappelons qu'une commission où se succèdent d'anciens ministres, mais aussi certains encore en fonction, est actuellement chargée de se pencher sur les nombreuses affaires qui ont émaillé la fin du règne de Jacob Zuma. Ce dernier est notamment soupçonné d'avoir accordé de juteux contrats publics et des avantages à une riche famille, les Gupta, ce qui l'a contraint à la démission en février.
Son successeur, Cyril Ramaphosa, a promis de tourner la page des scandales politico-financiers et s'est engagé à relancer l'économie sud-africaine en berne. Après 30 années de dépenses publiques incontrôlées, le Brésil opte pour un changement de modèle économique avec l'élection du gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro. Le pays tourne ainsi dos à un modèle qui a corrompu la politique et provoqué une augmentation des impôts, des taux d'intérêt et de la dette pour un grand programme de privatisation et plus de contrôle des dépenses publiques. Selon Paulo Guedes, gourou économique du président élu, le modèle socio-démocrate est très mauvais et a fait des Brésiliens des prisonniers de la faible croissance de leur pays. Il annonce que le gouvernement Bolsonaro se pencherait dès sa prise de fonction en janvier sur la réforme des retraites, très impopulaire mais considérée cruciale par les milieux d'affaires pour réduire la dette. Paulo Guedes, par ailleurs, appelé à accélérer le rythme des privatisations entamées sous le gouvernement du président Michel Temer, qui avait déjà lancé fin 2016 une cure d'austérité, mais n'était pas parvenu à faire approuver la réforme des retraites. Pour rappel, le Brésil est sorti péniblement d'une des pires récessions de son histoire après avoir vu son PIB se contracter de 3,5% en 2015 comme en 2016. Le pays compte près de 13 millions de chômeurs. Le troisième trimestre 2018 n'a pas comblé les attentes des services des impôts en Côte d'Ivoire. Ils ont recouvré un montant total de 530 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 547 milliards de francs CFA, ce qui représente un solde négatif de 17,2 milliards de francs CFA. Ce solde s'affiche néanmoins dans le rouge quand l'on établit le cumul des recettes de l'année. En effet, les réalisations effectives depuis le début de l'année sont de 1 641 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 1 620 milliards, soit un taux de réalisation de 101% et un solde de plus 21,7 milliards de francs CFA. Pour le quatrième et dernier trimestre, les acteurs du secteur fiscal sont appelés à redoubler d'efforts et se projeter dans les perspectives dans un contexte où les enjeux sont extrêmement importants au regard des engagements de l'État ivoirien vis-à-vis du Fonds monétaire international sur le déficit budgétaire. Au cours de cette période, allant d'octobre à décembre 2018, les recettes attendues sont estimées à 531,8 milliards de francs CFA, soit une prévision en baisse par rapport à celle du troisième trimestre. Elle est en progression de 2,5% par rapport aux réalisations de la même période en 2017. L'Éthiopie engagée à promouvoir la libre circulation en Afrique. Le pays emboîte le pas au Rwanda et ouvre ses frontières aux Africains qui pourront désormais obtenir leur visa de leur arrivée sur son sol. La mesure sera effective à partir du 9 novembre 2018 et rentre dans le cadre d'une importante réforme initiée par les autorités du pays dans la procédure d'obtention de visa appliquée dans le pays. Une procédure conforme à la vision du nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui fait l'éloge d'une intégration plus étroite et complète sur le continent. À juste titre, Addis Abeba espère qu'à travers cette initiative, l'intégration économique de l'Afrique sera facilitée. L'objectif visé est de hisser l'abondance touristique à un niveau supérieur et de faire progresser le tourisme de conférence dans ce pays dont la capitale est l'un des plus grands centres diplomatiques au monde, abritant en son sein des dizaines d'ambassades étrangères, mais aussi le siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et celui de l'Union africaine qui espère consacrer la libre circulation des personnes, mais aussi le droit de résidence et le droit d'établissement à travers le continent d'ici 2023 dans le cadre de l'accord de libre-échange continental. Les indicateurs de croissance sont au vert au Bénin. C'est ce qui ressort du rapport de l'évaluation annuelle effectuée par une mission du Fonds monétaire international dans le pays.
Ceci au titre de la 3e revue du programme économique et financier triennal appuyé par le FMI dans le cadre des accords relatifs à la facilité élargie de crédit. Selon les estimations préliminaires, la croissance du Bénin va encore s'accélérer en 2018, principalement en raison d'une activité portuaire dynamique. À moyen terme, cette croissance devrait rester au-dessus de 6% sur la période 2019-2023. Sous l'effet de l'essor de l'investissement privé et d'une plus forte demande émanant du Nigeria. Quant à l'inflation, elle devrait en 2019 être inférieure au taux de convergence de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En somme, un tableau réjouissant que le Bénin est appelé à renforcer, raison pour laquelle la mission du FMI sous réserve de l'approbation du conseil d'administration qui tiendra sa réunion en décembre 2018 appelle à une meilleure mobilisation des recettes intérieures afin de créer une marge budgétaire pour financer les projets d'infrastructure du programme d'action du gouvernement d'ici à 2021. De même, le pays devra poursuivre les efforts en vue du renforcement de l'évaluation et la priorisation des nouveaux projets d'investissement et plus généralement pour améliorer l'efficacité de l'investissement public. Autre recommandation, le renforcement de la gouvernance et l'accélération des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires. Enfin, des politiques visant à garantir la viabilité de la dette publique du pays doivent être mises en œuvre à travers une stratégie d'endettement prudente et le renforcement de la gestion de la dette. À cet effet, les deux parties ont convenu de mesures de politique budgétaire dans la loi des finances 2019 afin de ramener le déficit budgétaire à 2,7% du PIB en 2019 et ainsi permettre de respecter la norme de déficit régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'étude réalisée par l'Organisation pour le développement et la coopération économique indique qu'en 2060, la consommation des matières premières à l'échelle de la planète représenterait l'équivalent de 45 kg par jour et par personne, alors que la population mondiale atteindrait 10 milliards d'habitants et que le revenu moyen par habitant à l'échelle mondiale devrait grandement augmenter. Ceci permet de dire que les besoins à l'échelle de la planète devraient atteindre 167 milliards de tonnes en 2060 contre 97 milliards aujourd'hui. La consommation mondiale des matières premières devrait ainsi quasiment doubler d'ici à 2060. Intitulée « Perspective mondiale des ressources matérielles à l'horizon 2060 », l'étude de l'OCDE explique cette augmentation par la forte utilisation de minéraux, notamment les matériaux de construction et les métaux en particulier dans les économies en développement en forte croissance. Mais elle ne sera pas sans conséquences sur l'environnement. En effet, cette forte augmentation de la consommation des matières premières devrait non seulement soutenir l'expansion de l'économie mondiale et l'élévation des niveaux de vie, mais l'extraction et l'usage de ces matières premières exerceront une pression sans égale sur l'environnement. L'étude de l'OCDE parle d'importants effets sur l'acidification, la pollution de l'air et de l'eau, le changement climatique, la demande en énergie, la santé humaine, mais aussi sur la toxicité de l'eau et des sols. Globalement, si rien n'est fait, l'ensemble des émissions imputables à la gestion des matières premières passera de 28 à 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2060.